Bonjour à tous. Bonjour Guy, Fabrice, Patrice. On va être un petit groupe aujourd'hui. Alors, vous m'entendez tous bien? Oui. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais toutes les caméras et tous les microphones ont été fermés. Attendez. Allez. Euh, voilà. Guy, je te vois. Très bien. Bonjour. Euh, Catherine, bonjour. Alors, est-ce qu'on est... Bonjour, bonjour, pardon, mon micro a Voilà. été coupé. Non, je sais, oui, je sais pas, un petit problème technique avec Teams, bon, mais ça devrait être bon. Alors, bon, aujourd'hui, on aborde le sujet de la culture, donc le troisième pilier dans notre série de la fragilité structurelle à la maîtrise opérationnelle. Euh, J'enregistre la séance, donc ça sera disponible après en replay. Vous pouvez mettre, comme d'habitude, les questions dans le chat. On prendra un petit moment à la fin pour les questions. Donc, lors des deux premières séances, nous avons regardé les piliers de la stratégie et du personnel. Donc, la stratégie, ce que la salle doit accomplir, comment elle définit le succès et gouverne sa performance. Et le personnel, on a discuté euh, comment les recruter, les former, euh, et comment est-ce qu'on préserve l'expérience qui s'accumule dans la salle. Donc aujourd'hui, on s'attaque au troisième pilier, la culture. Et pour voir euh, comment elle s'interagit, euh, on va regarder les sept piliers ensemble, parce que j'ai dit plein de fois, tous les piliers sont connectés. Donc la stratégie, c'est qu'est-ce qu'il faut faire. Le personnel, c'est les gens qui sont capables de faire ce qu'on veut. Et donc la culture détermine dans la pratique quotidienne du personnel, ce qu'ils font réellement dans la salle, et en particulier quand personne ne les observe. Et ça, c'est un point important. Et surtout, ce qui se passe vraiment, et est-ce que ce qui se passe vraiment vous remonte en tant que direction, groupe de direction, fidèlement. Donc, est-ce que vous savez réellement ce qui se passe dans votre salle quand vous n'êtes pas là? Alors, une question pour ouvrir, vous pensez dans vos têtes. Pouvez-vous voir la culture de votre salle de contrôle en action? Donc, quand vous observez ce qui se passe, est-ce que vous comprenez la culture que vous avez? Et la plupart de dirigeants avec qui je parle, ils vont répondre oui, mais quand ils me décrivent cette culture,
ce qui me donne, c'est les procédures, les formations, la politique, et tout ça, ce sont des éléments importants qui, bien sûr, existent, mais la vraie culture d'une salle de contrôle ne se voit pas dans les documents. Elle se révèle pas dans les formations, dans les organigrammes. Elle se révèle, en fait, que lors des incidents, dans la façon dont un opérateur réagit quand ils sont seuls à 2 heures du matin et qu'ils doivent décider de signaler quelque chose ou simplement de gérer en silence et de faire le mieux possible. Et c'est pas dans les politiques, c'est pas dans les guides, c'est en fait dans les comportements des opérateurs qu'on voit la culture réelle de la salle. Alors, des mathématiques pour commencer la journée. Alors, qu'est-ce que c'est que la culture? Si on va discuter, faut qu'on définisse. Donc la culture, c'est l'ensemble des valeurs, des attitudes, des comportements qui déterminent à quel point une organisation prend au sérieux ses responsabilités en matière de, pour nous, la sécurité, la gestion de la salle de contrôle. Et elle fonctionne euh, euh, de manière où les gens perçoivent les risques, réagissent aux incidents et se sentent à l'aise pour signaler les préoccupations. Et je vais revenir à ce point. Toutes les organisations ont une culture, qu'elle est, qu'elle a été construite délibérément ou non, une culture existe. La question n'est pas d'en avoir une, mais de savoir si elle est forte ou elle est faible, ou elle est la culture que vous voulez avoir dans votre salle. Quand on voit des cultures fortes, qu'est-ce qu'on observe? Que chacun comprend que la sécurité, l'opération que vous menez est une responsabilité partagée, que les signalements sont pris au sérieux, que les préoccupations sont traitées sans jugement. Et s'il y a une fausse alerte, euh, on, on a compris qu'il y a une valeur de signaler les quasi-incidents parce qu'on peut apprendre quelque chose. Dans une culture qui est plus faible, les opérations sont perçues comme en fait le problème des autres. Les rapports sont ignorés, le personnel apprend très rapidement que signaler en fait ne mène à rien. Et dans les pires cas, on peut avoir des conséquences négatives. Donc on peut caractériser cette culture de manière concrète en termes des comportements qu'on observe. Donc, je mets mon petit tableau. Donc, dans une salle de contrôle immature, on voit trois choses qui se produisent systématiquement. En premier, c'est la sanction qui suit à l'échec. Donc, quand quelque chose va mal, la première question, c'est qui est responsable?
non pas qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, qu'est-ce qu'on peut apprendre. Deuxième point, l'apprentissage reste superficiel. Donc, on corrige les symptômes, on révise une procédure peut-être, on organise peut-être une formation, mais on n'examine pas les causes profondes qui ont rendu un incident possible. Et le troisième, c'est que les risques sont dissimulés plutôt que signalés. Parce que la culture a appris aux opérateurs que signaler un problème avant d'être absolument certain expose à des conséquences. Alors, ils gèrent en silence, ils, euh, aussi longtemps que possible. Ça, on ne veut pas ça. Bien. Alors, en revanche, dans une salle qui est mature, on voit des comportements très différents. D'abord, l'escalade précoce est encouragée et valorisée. Donc, signaler tôt est perçu comme une contribution importante et pas comme une faiblesse. La sécurité psychologique est construite délibérément. Je vais en parler plus, c'est un concept très important dans les environnements critiques. Et, on ne voit plus à l'écran. Pardon, allez, voilà. Vous voyez maintenant? Non, on ne voit pas. On ne voit pas. Allez. Attendez. Voilà, ça devrait être bon là. Excellent. Alors, on continue. Donc, la sécurité psychologique. Les opérateurs savent qu'ils peuvent exprimer une préoccupation, remettre en question une décision ou admettre une erreur sans craindre des conséquences. Euh, alors, il y a des nuances, on va discuter un peu bientôt. La responsabilité est renforcée sans instaurer la peur. Et il y a un lien avec la sécurité psychologique. Je, je prends la responsabilité de mes actions, mais je ne crains pas des sanctions si je fais une erreur. euh, euh, et ce qu'on voit quand on se prend sur les sanctions et sur la peur, c'est que le personnel ne veulent pas prendre la responsabilité. Donc, euh, par exemple, euh, le superviseur est malade, qui veut prendre son poste ce soir parce qu'on a besoin de superviseur? Ben, tout le monde dit non, pas moi, parce que si quelque chose va mal, les conséquences sont sur moi euh, personnellement. Et le dernier point, les quasi-accidents sont traités comme des données précieuses, des informations utiles. Ils sont enregistrés, analysés et intégrés dans une amélioration continue. Alors, la sécurité psychologique. Quand on évoque la sécurité psychologique dans des environnements critiques, la réaction, souvent, c'est une légère résistance. C'est un terme qui a des connotations RH, bienveillance, culture d'entreprise, développement personnel. Et dans les salles de contrôle où il y a la pression opérationnelle très, très vif, cela peut sembler un peu secondaire.
mais je vous explique ce que ce concept signifie en réalité. C'est un concept de Amy Edmondson, qui était professeur à Harvard aux États-Unis. Et dans les années 90, elle étudiait la performance des équipes médicales. Et son hypothèse était assez simple, que les meilleures équipes feraient moins d'erreurs. Et donc, il y aura moins de signalements d'erreurs. Mais en fait, ce qu'elle a découvert, c'est complètement l'inverse. Les équipes les plus performantes signalaient davantage. Et non pas parce qu'elles commettaient plus d'erreurs, mais parce qu'elles osaient les signaler. Donc elle a appelé ça, cette condition, la sécurité psychologique, et sa définition, c'est la conviction partagée des membres d'une équipe qu'il est sans risque de prendre des initiatives interpersonnelles, donc d'exprimer des préoccupations, d'admettre une erreur, de remettre en question des décisions sans craindre des conséquences négatives. Elle a écrit un livre en 2018, en anglais, The Fearless Organization, l'organisation sans peur. Je ne sais pas si le livre est traduit en français. Euh, et dans ce livre, elle a montré que cette condition n'est pas un idéal de bien-être, c'est un prédicteur de performance opérationnelle. Donc pourquoi est-ce que c'est crucial pour nous dans les salles de contrôle? Parce que la sécurité psychologique détermine directement la qualité de l'information qui vous remonte en tant que direction. Si vos opérateurs filtrent ce qu'ils signalent en fonction des conséquences perçues, vous ne pouvez pas prendre des décisions sur une réalité opérationnelle, parce que vous ne la connaissez pas. Vous les prenez sur une version de la réalité que vos équipes jugent sûre à vous communiquer. Et en fait, ça vous donne une défaillance informationnelle. Il y a deux secteurs à enjeu critique où ce concept est maintenant très très bien intégré. Donc, dans l'aviation, dans les années 70, il y avait une série d'accidents très très graves, euh, euh, des catastrophes, qui avaient tous un point en commun. Le copilote avait perçu un problème, mais n'avait pas osé à remettre en question le commandant de bord, parce qu'il avait il était plus haut dans la hiérarchie, plus expérimenté. Donc, le secteur a répondu en développant une culture et des protocoles où tout membre d'équipage, que ce soit les hôtesses de l'air ou les pilotes, est non seulement autorisé, mais explicitement attendu à signaler une préoccupation, même face à un supérieur. Et aujourd'hui, c'est une exigence qui est réglementée à l'international. Dans les environnements de chirurgie, il y a maintenant dans le processus, le checklist chirurgical, un moment formel avant de faire une incision où chaque membre de l'équipe opératoire, y compris les infirmiers, est invité à soulever une préoccupation. C'est un dispositif qui existe précisément pour contrebalancer la hiérarchie médicale qui crée auparavant un silence autour du chirurgien. C'est le chirurgien qui a les qualifications, qui est expérimenté, etc. Et les études montrent une réduction significative des complications euh, pendant les procédures,
dans les établissements qui appliquent ce comportement de façon très intégrée. Et en fait, c'est une culture qui dit ta voix, elle compte vraiment. Et ça permet à mettre les voix de tous les personnels en avant. Donc, la leçon dans ces deux cas est identique. Dans les environnements critiques, quand les gens ne parlent pas, les informations dont vous avez besoin pour décider ne remontent pas. On fait des pires décisions si on n'a pas toutes les informations. Donc, pas un confort supplémentaire, mais la sécurité psychologique en tant que condition opérationnelle. Alors, concrètement, comment est-ce qu'on construit cette culture? Donc, trois points à regarder. Alors, premier point, on prend chaque signalement au sérieux. Donc, la culture d'une salle de contrôle est construite ou se détruit dans des moments très précis. Donc, quand un opérateur vous remonte une préoccupation, même incertaine, même si elle s'avère sans suite, comment est-ce que vous réagissez? Si la réponse est la frustration, l'indifférence, l'opérateur tire une conclusion très simple, c'est que le signalement des préoccupations, c'est un perte de temps. Et cette conclusion propage très vite dans toute l'équipe. Les salles matures ont compris que la valeur d'un signalement ne se mesure pas seulement à son issue, elle se mesure à ce qu'il permet d'évaluer. Donc, prendre chaque signalement au sérieux, enregistrer, analyser, donner un retour, envoie le message clair à toute l'équipe que, que leur voix a une valeur. Donc, deuxième point, dans les salles immatures, la responsabilité suite à l'échec est sous forme de sanction. Donc, le résultat, c'est que les opérateurs apprennent à ne pas s'associer avec l'échec. Ils gèrent les problèmes en silence plutôt que de les signaler, ou ils évitent de se mettre dans une situation de responsabilité. Les accidents, qui contiennent en fait des informations euh, 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 utiles, précieuses, importantes pour améliorer la résilience, ils disparaissent parce que personne ne les signale. Dans les salles matures, on apprend systématiquement des quasi-accidents, des défaillances, on les analyse, on les intègre dans une amélioration continue. On traite les exercices et les debriefs comme des vraies opportunités d'apprentissage et pas seulement comme des cases à cocher. Et troisième point, on renforce la responsabilité sans instaurer la peur. La responsabilité est nécessaire, mais la peur des sanctions, des conséquences est contre-productive. On peut
avoir une perception ou une illusion de conformité avec la peur, parce que les gens font, on a l'illusion que les gens font ce qu'on veut. Mais une culture de peur s'effondre sous pression. Donc, quand on a 3, 4 incidents à gérer, que euh, un incident ne suit pas directement notre procédure, c'est précisément dans ces moments où on veut que le personnel prenne une responsabilité et prenne l'avance sur les incidents. Dans une culture de peur, les opérateurs, ils attendent d'être certains avant de prendre action ou de parler. Ils filtrent l'information par crainte des conséquences. Donc on prend des décisions sur des informations incomplètes. Dans une culture des responsabilités, par revanche, ils osent de signaler tôt parce qu'ils savent que ce signalement est valorisé. Et on a parlé dans euh, euh, les autres webinaires d'avoir, dans le webinaire de stratégie en particulier, d'avoir une posture qui est proactive au lieu de réactive. Donc, si on veut être proactive dans nos opérations, il faut détecter les signaux tôt, mais il faut aussi réagir le plus tôt possible. Donc, on revient sur les 7 piliers pour terminer. Tous ces piliers sont connectés, donc la culture conditionne directement les opérations. La qualité des décisions sous pression dépend de ce que les opérateurs osent dire, osent signaler. Il y a aussi une implication directe sur les données. Les informations qui remontent ne sont jamais neutres. Une culture faible produit des informations filtrées, une culture forte produit des informations qui sont fiables, sur lesquelles on peut faire des bonnes décisions. Donc, je vous laisse donc avec 3 questions à vous poser. Première question, pouvez-vous voir la culture de votre salle en pratique? Donc, pas dans les procédures, pas dans les formations, mais dans ce que vos opérateurs font réellement. Deuxième question, vos quasi-accidents, vos debriefs, sont-ils visibles et qu'est-ce que vous faites avec? Si vous ne savez pas combien de quasi-accidents se produisent dans votre salle chaque jour, chaque mois, il est probable qu'ils ne sont pas signalés. Et s'ils ne sont pas signalés, on ne peut pas les analyser, apprendre et avoir une amélioration continue. Et troisième question, la responsabilité dans votre salle repose-t-elle sur la clarté ou sur la peur? Donc, la réponse à cette question détermine ce que vos opérateurs feront quand la situation devient ambiguë. Est-ce qu'ils sont simplement en train de suivre la procédure très rigide et je ne me balance pas d'un côté ou d'autre parce qu'il y a des conséquences, ou si un incident euh, en a besoin, je prends responsabilité, j'analyse, je prends des décisions et je sais que même si j'ai fait une mauvaise décision, mais en bonne foi, j'aurai le support de la direction parce que j'ai pris cette responsabilité. Bon, on ouvre peut-être la discussion s'il y a des questions.
Fabrice, attendez. Euh, Allez, essayez maintenant. Ça devrait marcher, Fabrice, mais mettez votre question dans le chat si vous voulez. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, pendant que Fabrice tape sa question, Oui, Chris, est-ce que tu as une sorte de checklist, comme tu disais, tu vois, typiquement pour les pilotes d'avion, il y a la checklist, en équipe de chirurgie aussi. On a visité ensemble des salles de contrôle. Bon, on a vu qu'on est loin, on a vu que sur le terrain, on est très loin de la théorie et des beaux discours. Euh, pour évaluer cette culture, une des questions types, ce serait combien d'incidents vous gérez par jour? Déjà une première valeur quantitative, et à quelle fréquence vous organisez des réunions de revue d'incidents pour en tirer profit, pour faire ce retour d'expérience et s'améliorer. Et donc, est-ce que dans tes questions types, tu as, ces quelques questions que tu pourrais nous citer, que moi je pourrais ressortir quand je vais en salle de contrôle? Alors déjà, je regarde pour savoir s'il y a un journal sur lequel ils écrivent des choses ou s'il y a une application sur laquelle ils stockent des choses. Voilà. Comment toi tu présentes les choses? oui. Alors, quand on fait nos audits des salles, on fait un sondage auprès du personnel. Et Oui, une partie des questions, euh, c'est en fait une analyse euh, de la sécurité psychologique dans la salle. oui, d'accord. Donc euh, on essaye de comprendre si le personnel ont confiance de, euh, euh, de révéler s'il y a des préoccupations, etc. Parce que si on demande à la direction, Oui, la plupart du temps, ils disent oui, mon personnel, ils me disent tous les problèmes, etc. Et en fait, quand on parle au personnel, c'est pas le cas. Il y a une divergence. En tant qu'analyse euh, plus euh, plus plus, structurée, oui, oui, à base de données un peu plus claires. Oui, on regarde le nombre d'incidents, oui, on regarde euh, si les incidents sont analysés. Bon, on ne peut pas analyser tous les incidents parce que oui, alors, il y en a plein, mais surtout ceux qui n'ont pas été gérés comme vous voulez ou qui ont mené à oui, une mauvaise conséquence, etc. Donc, on regarde la politique de debrief, oui, d'apprentissage continu. On regarde comment est-ce que les incidents sont enregistrés. Et euh, si on est toujours au manuel et on a un petit journal, hein, c'est très difficile d'analyser les incidents parce qu'on ferme le journal, on le met sur l'étagère, personne ne regarde. oui, oui, oui. Si on a un logiciel, main courante, etc., c'est beaucoup plus facile de faire cette analyse euh, 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 périodiquement et pour déterminer quels sont les incidents où on veut faire euh, euh, un peu plus d'analyse ou de faire un debrief ou de parler avec le personnel. Donc, il n'y a pas une question, deux questions, c'est Oui. une cumulation d'observations, d'analyses qu'on fait
pour déterminer la culture et pour voir où il y a l'écart avec ce que pense la direction et la Oui. réalité. Euh, Mais déjà, est-ce que le fait, tu vois, d'avoir ne serait-ce qu'un journal de bord papier, déjà ouvrir le journal de bord, pour toi, c'est un premier indicateur? oui. Et qu'est-ce qu'il y a marqué dedans? D'accord? Oui, Donc, est-ce que quand j'enregistre quelque chose dans mon journal, oui, est-ce que c'est une ligne qui dit il y avait une intrusion à la porte oui, A à 7 heures, ou est-ce qu'il y a des détails? Il y avait eu, et Catherine, peut-être ça répond à votre question. Euh, et il y avait une intrusion, j'ai envoyé agent X pour faire en sorte que la porte était bien fermée. J'ai oui, regardé les alarmes, j'ai regardé les caméras de surveillance pour voir qui est rentré avant et après oui, cette alarme. Et, et il y a des détails dans ce que j'ai fait. Donc ça me dit que l'opérateur a la confiance de ce qu'ils font et, et d'enregistrer leurs actions. Parce que le lendemain, quand le chef de salle vient pour regarder le journal, et il dit pourquoi est-ce que vous n'avez pas pris cette action, ces actions, etc. Si la conséquence c'est euh, vous êtes nul, vous ne savez pas comment faire votre travail, hein, ben, la prochaine fois, je ne mets pas tous ces détails. J'attends qu'ils viennent me dire qu'est-ce que vous avez et je récite la procédure telle qu'elle est sur papier, même si c'est pas ce que j'ai fait. Donc, oui, un journal, même si c'est un journal écrit, c'est très révélateur de la culture. Fabrice, je lis votre question. Oui, alors, euh, il y a bien sûr des personnels qui euh, aiment se plaindre tout le temps. Ouais, on connaît les gens. Euh, et oui, c'est une balance. Et quand quand on gère un incident, quand on est le commandant d'un incident, on ne veut pas tous les 3 minutes que quelqu'un dise ah, vous avez pris cette décision, non, 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 c'est celle-là. C'est la façon dont euh, dont on apprend au personnel de, euh, de poser leurs préoccupations. Donc, dans l'exemple du chirurgien que j'ai donné, la procédure, c'est on pose avant l'incision, c'est le moment de me donner votre feedback, votre préoccupation. Est-ce que j'ai manqué quelque chose? Est-ce que le médicament d'anesthésie n'est pas au bon niveau? Maintenant, c'est le moment. Une fois que je commence à couper, c'est trop tard. Donc, c'est de d'avoir ces moments pour le personnel où ils ont l'opportunité en avance de prendre une action en disant, j'ai fait cette décision, mais est-ce que vous avez des observations? Est-ce que j'ai manqué une information? Et si je connaissais cette information, ma décision aurait être complètement différente. Donc, c'est d'inclure en fait l'équipe dans le processus de prendre des décisions, dans l'analyse des situations. Euh, Comme ça, ils peuvent contribuer en avance. Une fois que la décision est prise et mise en action, en fait, c'est trop tard. Euh, euh, mais c'est aussi, c'est pas une culture où c'est l'opportunité juste euh, de, de me plaindre
euh, parce que je suis pas content j'aime pas le chef, etc. Et c'est pour ça qu'il faut construire cette culture de manière délibérée. Parce que sinon, oui, en anglais, on dit un free for all. Tout le monde jette ses idées, c'est pas structuré, etc. Donc, il faut apprendre au personnel comment exister dans cette culture pour qu'on ait un- une balance entre l'opportunité de signaler quelque chose et en fait tout le monde qui se plaint tout le temps. Oui, absolument. Et en fait, c'est un des fils au long de ces webinaires parce que euh, tous les piliers existent dans une salle de contrôle. Il y a un environnement, il y a des opérations, il y a du personnel, il y a une stratégie, il y a des données, de la technologie. Mais est-ce qu'elle existe parce qu'elle s'est construite euh, euh, au fur du temps euh, sans que personne, en fait, n'y pense? Ou est-ce que j'impose un cadre délibéré où on prend des décisions très claires de ce qu'on veut dans chaque pilier? On peut avoir, j'ai dit au début, il y a une culture déjà dans votre salle de contrôle. À Est-ce que moins, c'est Chris, Oui, oui, je pense qu'en fait, par rapport à ce que j'ai vu, et puis la culture française peut-être, hein, en fait, plus je t'entends parler, plus je me dis, mais en fait, Chris, c'est presque un coach. Tu vois, comme si j'étais un sportif, j'ai mon équipe qui tourne et j'ai besoin d'un support RH, un support organisationnel, un support technique lié aux différentes technologies. Et alors, tu nous as parlé d'audit concernant ton activité. Mais je me dis, il y a aussi un rôle de coach où tu pourrais venir dans la salle et identifier tous les petits points comme ça. Comme, alors, c'est dommage, Fabrice, on ne peut pas s'exprimer. Mais j'imagine que tu passes une journée dans une salle, en échangeant avec les gens, rapidement, par ton expérience, tu peux améliorer la performance de la salle sans rentrer dans des choses très cadrées ou hyper recherchées, quoi. oui, alors il y a bien sûr des choses qu'on peut faire, que je sais euh, euh, il y a bien sûr des choses qu'on peut faire très rapidement, mais la culture, probablement plus que les autres piliers, ça peut prendre du temps pour décaler là où on veut, parce que la culture qui existe, elle est là depuis la création de votre salle. Ouais, euh, euh, et c'est difficile jour au lendemain de dire, bon, on ne fait pas ça comme ça, on va faire ça comme ça. Euh, et le personnel apprend la culture. Donc, mais dans une façon, c'est un apprentissage d'expérience. Donc, comment réagit le superviseur, le chef, le manager quand j'ai un problème? Ça m'apprend la culture de l'organisation. Et j'en tire des conséquences ou mauvaises ou fausses, mais c'est des conséquences que je prends avec moi et que j'apprends. Bah, la culture, elle est comme ça, donc je ne vais pas faire ceci, je vais faire cela. Euh, et ça prend du temps, ça, à changer. Euh, mais il y a bien sûr des petites choses qu'on peut faire euh, vite fait. Catherine. Alors, la technologie. Je vais Je peut-être dis, m'exprimer juste oui, pour oui, allez. compléter ma question. Ma question, elle est d'essayer voilà, de concilier ou de voir comment la technologie ou la technicité qu'on peut apporter, nous, en tant que fournisseurs de technologies spécifiques dédiées pour les salles de contrôle, comment nous, en tant que
voilà, développeurs dans la R&D, etc., où on essaie d'améliorer nos technologies en permanence. Comment et quel est notre rôle? Quel est le poids de la technologie qu'on peut apporter pour aider les opérateurs, parce que c'est notre métier en fait. Mhm. Et dans quel cadre cela a une incidence sur tout ce que tu viens d'évoquer, qui est très intéressant, parce que moi, ça m'apporte aussi un éclairage plus spécifique. Moi, je suis plus dans la partie opérationnelle, technique, technologique avant et aussi très en amont en ce qui concerne les besoins spécifiques des opérateurs, comment on va pouvoir leur apporter la facilité d'interagir avec les différentes sources, comment on va pouvoir leur offrir un clean desk, comment on va pouvoir leur offrir quelque chose d'hyper intuitif. Et ça se prévoit en amont du projet, mais ça se prévoit aussi à l'usage. C'est-à-dire qu'après, il faut être flexible et évolutif, puisque ce qu'on a mis en place au départ est pas forcément, enfin, doit être adapté, ou adaptable, ou gradable, enfin, il y a plein de termes pour ça dans l'opérationnel. Et comment on revient sur cette partie très culturelle, effectivement, que tu évoques là, dans les salles de contrôle et dans le déroulement opérationnel au quotidien. Complexe comme question, mais où est-ce qu'on fait le lien Non, entre non, les deux merci. choses Ouais, et voilà, où est-ce que ça fait un absolument, pont, un absolument. bridge, enfin tout ça. Voilà. Alors, je vais remettre. Euh, alors, il y a bien sûr un lien entre la culture et la technologie, mais euh, pour moi, elle rentre vers les opérations et l'environnement. L'environnement, et c'est notre sujet pour le prochain webinaire, mais l'environnement a un grand impact sur la façon dont les opérations sont menées et la culture dans une salle. Donc, si on a une salle qui est en fait le bordel, il y a des fils partout, euh, des écrans un peu partout, c'est mal, le concept est mal fait. On rentre pas avec euh, une pensée de confiance opérationnelle on- euh, et de façon de penser qui est structurée et très claire. Les opérations, aussi les différents processus, la façon dont on gère les incidents dans cette salle particulière, euh, a aussi une implication sur la culture, ou même l'inverse. Parce que, on en parlait juste maintenant, est-ce qu'on a des moments de réflexion où on a l'équipe inclue dans euh, la prise de décision, euh, le, euh, le- la structuration euh, de la vision situationnelle, etc. Et pour moi, la technologie support ces deux autres piliers. Donc, euh, le concept de Clean Desk, en fait, un, c'est un peu la sécurité d'information de données, mais euh, c'est aussi, euh, en en anglais, Clean Desk, Clean Mind. Ouais. Donc, notre bureau euh, 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 et où mon poste de travail me permet d'être très focus dans ce que je fais, dans l'opération. J'ai l'information qu'il me faut là où il me faut. Et en tant que prestataire de technologie, euh, la technologie doit être un support à la livraison des opérations. Donc, est-ce que l'information que j'ai besoin est présentée au bon moment, au bon endroit sur l'écran,
dans un mode qui est facile à comprendre, à lire vite fait et qui aide à prendre les décisions. Mais aussi, s'il y a un problème, est-ce que la technologie peut signaler ce problème avant euh, que je m'en aperçois? Euh, donc, l'analyse des données euh, euh, en amont de la présentation face à l'opérateur. Est-ce que la technologie permet de signaler à un superviseur, au chef de salle, ce problème de manière euh, d'une manière assez facile. Euh, alors, dans une petite salle, c'est bon, je mets ma main, il y a quelqu'un qui vient. Dans une grande salle, si on prend des salles de police où il y a, je sais pas, une vingtaine, 25, 30 opérateurs, euh, de lever la main, c'est plus difficile à voir. Je veux signaler un problème vite fait, la technologie peut aider avec ça. Donc, euh, la culture, oui, probablement pas en façon très directe, mais par l'environnement, et d'avoir un bon environnement de travail, et par les opérations, de comprendre l'opération de la salle avant d'installer une technologie. La technologie est là pour euh, donner de l'aide à l'opérateur. Alors, on est bien au-delà des 30 minutes. Euh, Donc, on va laisser la discussion là pour aujourd'hui. Le prochain webinaire, c'est le 2 juin. On parlera du pilier environnement. Euh, et donc, est-ce que l'environnement aide la prise de décision ou fait un peu le blocage euh, dans la salle? Donc, je vous laisse ça là. Merci, à bientôt et plaisir de vous revoir la prochaine fois. Au revoir.